Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Carl Jung. Et si je vous disais que votre client achète, pas pour ce qu'il dit vouloir, mais pour fuir ce qu'il ne s'avoue même pas à lui-même. C'est ce que j'appelle le shadow marketing. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment connaître l'ombre de votre client, c'est-à-dire ce qu'il essaye d'éviter le plus au monde, et donc par opposition, ce qu'il désire le plus au monde. On va ensuite voir comment lui créer une offre qui vient justement taper dans ce désir, dans ce lieu émotionnellement bouillant, là où il ne pourra pas dire non. Aujourd'hui, vous voyez peut-être la prospection comme une corvée. En réalité, c'est parce que vous ne savez pas ce que votre prospect a réellement besoin. Dans cette vidéo, vous apprendrez à lire dans les désirs profonds de n'importe qui, ce qui vous permettra de vendre aux ultra riches et de facturer radicalement plus que la moyenne. Et plus important encore, vous serez en possession d'une compétence profonde et intemporelle qui vous permet de créer de la richesse sur demande, l'art de répondre aux besoins des humains, aka l'entrepreneuriat. Alors qui suis-je pour vous promettre une telle chose? Je m'appelle Maxime Lemaire et ça fait 5 ans que je suis copywriter. Le copywriting, c'est l'art de persuader avec les mots. Et j'ai dévoré des dizaines de livres sur la psychologie humaine et la persuasion pour développer cette compétence qui m'a permis de travailler avec des entreprises à plusieurs millions d'euros par an, comme Paradox. Et mes tunnels de vente ont généré plus d'1,5 million d'euros de vente. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai appris durant ces années dans les coulisses marketing des plus grosses boîtes d'infoprenariat français pour que vous n'ayez pas à le faire. Prenons un exemple que vous connaissez sans doute, Michael Scofield dans la série Prison Break. Il obtient toujours ce qu'il veut, pas parce qu'il est si intelligent, même s'il l'est, mais parce qu'il connaît le désir profond de chacune des personnes avec qui il interagit. Prenez cet extrait par exemple. I totally misjudged you, Schofield. I didn't think you were the agitating type. Behavior like that will not be tolerated in my prison. 90 days in the shoe. That ought to be enough time to convince you of that fact. 90 days. That's right. Il est pris dans une bagarre et risque d'être mis en isolement pendant 90 jours. Sauf que l'exécution de son frère arrive dans quelques semaines. Et en isolement, impossible de mener à bien sa mission d'évasion. Il doit faire en sorte que Pope, le directeur de la prison, change d'avis et ne le mette pas en isolement. Et son arme secrète, il sait lire les gens comme un livre ouvert. Il sait exactement ce que désire Pope. Something you want to say? It's just... I'm not of much value to you in the shoe. Value? The Taj. It'd be a shame for the eighth wonder of the modern world to collapse because the stress isn't properly propagated. Properly propagated. Properly propagated. The joints are overloaded. They won't provide anywhere near the sheer strength the completed structure will need. How much work are we talking? You want it by when, June? Yes. Then we better get started. Wouldn't you say? Il sait exactement ce que désire Pope. Montrer sa reconnaissance envers sa femme fidèle et bien-aimée. C'est son rôle de mari qui est en jeu. Imaginez être en possession du super pouvoir de connaître les désirs secrets de n'importe qui. Vous êtes un événement de networking et vous arrivez à vous faufiler dans une discussion avec un entrepreneur qui a monté une boîte à 40 millions par an. Mais il ne vous impressionne pas. Au fil de la conversation, vous commencez à comprendre ce qui le fait vriller émotionnellement. Les employés qui n'en foutent pas une. Il bosse énormément et ne supporte pas les gens qui ne veulent pas bosser autant que lui. Vous savez exactement quoi lui proposer. Un coaching one-on-one sur le lâcher-prise. Autre exemple. Vous êtes à une soirée et il y a cette fille charismatique, élégante et souriante. Elle discute avec tout le monde. Elle est sympa, drôle. Vous sentez que les gens cherchent à s'en rapprocher. Et elle ne rejette personne. Mais elle n'accroche vraiment avec personne non plus. Vous échangez quelques mots avec elle, tout se passe bien, mais vous sentez une distance maîtrisée. Comme si elle restait toujours à un demi-mètre émotionnel de tout le monde. Elle pose des questions, elle répond bien, mais jamais trop. Vous pourriez vous dire, elle est juste sociable et pas intéressée. Mais vous continuez à observer ses micro-choix. Elle évite des conversations trop personnelles, elle change de sujet quand quelqu'un commence à trop insister sur elle, elle garde toujours le lead subtil dans les échanges. Et là, vous comprenez, elle ne joue pas un jeu, elle est simplement habituée à être désirée sans jamais être véritablement comprise. Alors vous ne cherchez pas à l'impressionner, vous attendez un moment seul avec elle, court, calme, et vous lâchez simplement. Tu sais, t'as cette énergie qui attire tout le monde. Mais j'ai l'impression que t'attends surtout que quelqu'un ose vraiment te voir comme tu es. Pas juste te désirer. Et là, silence. Son visage s'ouvre. Vous avez mis le doigt pile sur l'ombre.
Pas pour jouer un rôle, mais pour lui offrir ce qu'elle attend en silence. Un regard qui traverse le masque sans jugement. Chapitre 1. Le problème chez la plupart des entrepreneurs. Le rond et le triangle. Avez-vous déjà essayé de faire rentrer un rond dans un triangle ? Ils essayent de faire rentrer un rond dans le triangle de toute leur force. Ils ont beau essayer de le tourner dans tous les sens possibles, le rond ne rentrera jamais dans le triangle. En entrepreneuriat, la plupart des acteurs sont coincés dans le problème du rond et du triangle. Ils partent de leurs compétences, le rond, pour ensuite essayer de trouver le client qui vont avoir besoin de cette compétence ou de ce produit. Et donc en fait, ils essayent de transformer les clients pour que ça corresponde à leurs produits, à leurs compétences, au lieu de partir de ce qu'ont besoin les clients pour ensuite se former sur les compétences qui vont les aider. Ce que les gens font, c'est qu'ils font une formation en copywriting pendant 3 mois et puis après, ils cherchent des clients. Ils font une formation sur le montage vidéo et puis après, ils cherchent des clients. Ils font une formation sur le développement d'applications et puis après, ils cherchent des clients. Typiquement, moi, j'accompagne des copywriters à passer de simple exécutant à copy partner, partenaire stratégique de croissance. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de copywriters qui arrivent près de moi et qui disent voilà, je me suis formé, j'ai passé 6 mois à faire une formation et maintenant j'aimerais bien avoir des clients. Et en fait, dans ma tête, je suis en mode mais c'est complètement reverse. Pourquoi est-ce que tu ne commences pas par parler avec des clients, comprendre leurs besoins, comprendre leurs désirs, pour ensuite progressivement développer les compétences qui vont répondre à leurs besoins. Et tu sais que les compétences que tu apprends, elles sont hyper utiles. Un exemple de ça, c'est un exemple d'email copywriter. Elle fait un email de prospection pour une entrepreneuse qui s'appelle Noémie. Bonjour Noémie, je suis tombé sur une de vos vidéos YouTube sur comment se faire respecter, vidéo très pédagogique au passage. Aviez-vous tenté d'organiser des groupes de travail pour apprendre la parentalité avec des micro-exercices à faire en famille ? Si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais vous proposer une collaboration pour vous aider à le mettre en place prochainement. Je suis copywriter, j'ai des coachs augmenter leur vente en formation. Êtes-vous disponible le mardi pour en discuter ? Alors, ce message, il est bien structuré, mais on sent qu'il manque la vraie compréhension du besoin de l'entrepreneuse Noémie. Il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que Noémie a vraiment besoin d'avoir des groupes de travail ? C'est quoi le besoin derrière ? C'est quoi l'objectif derrière ? En quoi les groupes de travail permettent d'avoir plus de chiffre d'affaires. Ici, c'est pas expliqué. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est ajouter ici le pourquoi, avec une projection du chiffre d'affaires. En fait, le problème profond, c'est qu'ils ne connaissent pas la réalité d'un business et d'un entrepreneur. Ils ne se rendent pas compte à quoi ressemble la vie d'un entrepreneur. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils savent pas très bien quoi proposer. On ne peut pas faire émerger la solution ex nihilo, car la solution part d'un problème et non l'inverse. C'est hyper important. Comment voulez-vous créer une solution sans connaître le problème ? Einstein qui disait justement, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, en tout cas on l'a attribué à Einstein, je ne sais pas si c'est vraiment Einstein qui l'a dit, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir à la solution. Que faire alors ? Ce que je vous conseille, c'est de reverse, d'oublier les compétences que vous avez déjà, partez d'une feuille blanche et posez-vous la question, avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de travailler ? Quel est le genre de client qui m'inspire vraiment ? Si vous êtes en mode marketing digital, copywriting, c'est qui les entrepreneurs qui vous inspirent vraiment ? L'idée, c'est ça. Allez parler aux gestionnaires d'agence. Allez parler aux founders SaaS pour voir ce qu'ils ont vraiment besoin. C'est quoi leur goulot d'étranglement en ce moment ? Comprenez leur journée, leur routine. À quoi est-ce qu'ils pensent quotidiennement ? C'est quoi leurs préoccupations ? Commencez par reverse. Et ensuite, découvrir son air émotionnel, ce qui le fait vriller émotionnellement, son désir caché, son désir secret. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment mis le doigt sur son désir caché, à ce moment-là, vous pouvez concevoir une offre qui vient taper dans ce déclencheur émotionnel brûlant. Donc, mon conseil, c'est ne vous préoccupez pas trop de vos compétences pour apporter les résultats promis. En fait, dans les marchés classiques, santé, richesse et relations, c'est plus facile de trouver un prestataire que de trouver un client. Chapitre 2. La bonne et la vraie raison. Dans toute décision que l'on fait dans nos vies, il y a la bonne raison, celle qui est socialement acceptable, que l'on dévoile facilement aux autres, et la vraie raison, le moteur émotionnel inconscient, souvent inavouable ou même parfois refoulé. Quand j'ai commencé mon parcours d'entrepreneuriat, j'avais lancé un projet de dropshipping, une machine à café portable qui s'appelait Nomad Coffee. Et je voulais avoir un contact avec un client pour comprendre ses désirs. Je commence à parler avec lui, je vais comprendre, poser des questions et tout. Au fur et à mesure que la conversation avance, il m'explique que mon idée est géniale, que c'est un produit super intéressant, que ça va cartonner, etc. La conversation avance, 40, 50
30 minutes de conversation et à un moment je me dis ça se passe tellement bien que je vais lui proposer d'acheter le produit quoi, directement en call tant qu'on y est. Et là il me dit ah oui mais ouais mais j'en ai pas besoin maintenant tout de suite mais peut-être plus tard. Là maintenant pour moi dans ma situation à moi, pas tout de suite. Et moi j'étais là mais il est sérieux le mec? Il a passé 50 minutes à me dire que mon projet était génial, que le concept était trop intéressant, mais qu'au final, il n'est pas intéressé. Au final, il n'achète pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Aka, la bonne et la vraie raison. Il y a un monde de différence entre ce que les gens disent publiquement aux gens et ce qu'ils font vraiment. Et ce qu'il faut vraiment mesurer, le marketing, c'est ce que les gens font. C'est pas tant ce que les gens disent. Ou alors, c'est voir ce que les gens disent ou ne disent pas pour lire entre les lignes. Ne croyez pas simplement ce que les gens vous disent. Parce que les gens disent des choses pour leur apparence, pour leur bienséance publique. Par exemple, prenons le produit Rolex. Rolex, ce sont des montres extrêmement chères qui peuvent être vendues à plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et à votre avis, comment ça se fait qu'on vend une montre dont la fonctionnalité principale, c'est de lire l'heure? Est-ce que vous pensez vraiment que lire l'heure est ce que vend Rolex? Les gens un peu sceptiques du marketing pourront se dire « Mais t'as vraiment besoin d'avoir une montre Rolex ?» Personne n'a besoin d'une montre Rolex. Alors, si tu parles du besoin primaire de survie, non, en effet, personne n'a besoin d'une Rolex pour survivre. Par contre, c'est bel et bien un besoin profondément humain que de désirer une Rolex, parce qu'en réalité, Rolex ne vend pas l'heure, Rolex vend un statut. Rolex vend du prestige. Quand tu achètes une Rolex, tu envoies le signal « Ah, je suis capable de débourser 10 000 euros pour une montre, donc… je dois avoir un certain statut. » Et c'est ça ce qu'il y a derrière toutes les marques de luxe, derrière grosses voitures luxueuses. En fait, ils ne vendent pas l'objet, ils vendent le statut derrière. Et donc, si vous posez la question à quelqu'un qui vient d'acheter une Rolex, « Mais pourquoi t'as acheté cette Rolex ?» Et la personne va dire, « Eh ben, je veux une Rolex parce qu'elle est précise, fiable et belle. » Ça, c'est la bonne raison. C'est la raison qui est socialement acceptable. Par contre, la vraie raison, c'est en réalité, je veux une Rolex parce que j'ai besoin qu'on me respecte. J'ai peur d'être perçu comme insignifiant. Je veux être vu comme quelqu'un qui a réussi dans la vie. Ça, c'est pas socialement acceptable. Vous verrez rarement quelqu'un dire ça. Et pourtant, c'est souvent le moteur émotionnel qui est derrière ce genre d'achat. Autre exemple, je veux plus de vues parce que ça me permettra d'avoir plus de clients et de développer mon business. Ça, c'est la bonne raison. Je veux plus de vues pour étendre mon influence, que les gens parlent de moi et nourrir mon ego. Ça, c'est la vraie raison. Je veux trouver un partenaire pour partager ma vie avec quelqu'un. Ça, c'est la bonne raison. Par contre, la vraie raison, je veux trouver un partenaire pour ne plus me sentir seul. Je veux créer un business pour être libre, ça c'est la bonne raison. Je veux être libre pour ne plus me sentir inférieur. Je veux fuir la honte d'être dominé par un patron. C'est la vraie raison. Vous avez sans doute compris maintenant la différence entre une bonne et une vraie raison derrière nos achats, derrière nos décisions. Et pour trouver la vraie raison, on ne peut pas se fier à ce que les gens vous disent. Mais alors, si on ne peut pas se fier à ce que les gens vous disent, comment est-ce qu'on fait pour dénicher cette vraie raison? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. C'est en comprenant la vraie raison qu'on va pouvoir taper dans ce besoin émotionnel fort et qu'on va pouvoir vendre une offre qui va répondre à ce besoin et qui du coup on va pouvoir facturer beaucoup plus cher que la moyenne. C'est comme ça que je suis parti dans une quête qui a duré plus de 7 ans pour comprendre les mécanismes de psychologie humaine qui dirigent nos décisions. Et mon rêve, c'était de trouver un framework simple qui me permet de découvrir la vraie raison qui dirige les décisions de mon interlocuteur. Ça a commencé du coup en 2019 quand j'ai créé ma startup Cook for Me et en fait je suis tombé sur le livre Running Lean. C'est du coup un livre super intéressant de Ash Maurya qui te permet de créer des produits que les gens veulent vraiment. Et en fait, il se base sur une théorie de Clayton, un gars de Harvard, qui a théorisé la théorie des jobs to be done. Et en gros, il dit que la clé pour créer un produit qui marche est de partir d'un job to be done. Un job to be done, c'est j'ai envie de faire quelque chose, j'ai un objectif, j'ai un micro-objectif. Et pour atteindre ce job to be done, il me faut un outil, il me faut quelque chose pour me permettre, pour m'aider à y arriver. Voilà, c'était super intéressant pour comprendre comment fonctionne la psychologie des produits. C'est pas mal du tout, mais en fait, ce que moi je voulais, c'était vraiment un framework qui va trouver le désir tellement profond que c'est une réaction tellement émotionnelle que la personne
personne, elle est prête à investir beaucoup d'argent. En fait, la théorie des jobs to be done, ça peut être pour des petits produits comme des cafés et des trucs comme ça. Ça reste pas assez complet pour dénicher vraiment le levier émotionnel chaud de notre interlocuteur. C'est là que je suis tombé sur la pyramide des besoins. J'ai fait un peu une rétrospective des jobs to be done et en fait, j'ai essayé de comprendre c'est quoi les premiers principes des jobs to be done. Les premiers principes de ce qui nous motive, c'est ce que Abraham Maslow a théorisé avec sa pyramide des besoins. Donc c'est en fait 5 grandes catégories de besoins qui sont absolument communs à tout le monde. Chaque humain sur Terre doit manger 2 à 3 à 4 fois par jour. Chaque humain sur Terre a besoin de sécurité, d'avoir un sentiment d'appartenance, de se sentir aimé, écouté, compris, d'avoir un besoin d'estime, de se sentir valorisé, d'avoir une identité et de s'accomplir, de développer ses connaissances et ses valeurs. C'était super intéressant pour comprendre en fait que chaque humain est assez similaire. La façon dont nous allons assouvir ces besoins va bien évidemment varier très fort. Et c'est la différence entre un besoin et un désir. Un besoin, c'est fondamental. Un désir, c'est une expression singulière d'un besoin. Pour assouvir mon besoin d'autoréalisation, je lance mon business. Le problème avec ce modèle, c'est que ça ne permet pas de découvrir précisément le désir en fait. C'est pas mal pour théoriser ce qu'est l'humain et ce dont il a besoin, mais ça ne nous permet pas de découvrir dans une conversation c'est quoi son vrai besoin et comment ce besoin se manifeste, aka le désir. Du coup, c'est là que je suis tombé dans des lectures de Pierre Bourdieu, qui est un anthropologue, sociologue français, qui est super intéressant, qui a théorisé un concept de la distinction, qui explique en gros que les goûts, au-delà de la préférence individuelle, sont profondément dépendants de la classe sociale de l'individu et jouent un rôle de distinction sociale. Typiquement, pourquoi est-ce que les personnes en banlieue ne sont pas fans de golf ? C'est pas parce qu'ils sont pas capables d'aimer le golf, c'est juste parce que socialement, le golf appartient plutôt aux classes plus aisées que les classes plus populaires. Donc en fait, ce que Pierre Bourdieu il explique, c'est que nos goûts et nos préférences vont être très très forts, voire à 100% déterminés par notre classe sociale et que ces goûts et ces préférences vont jouer un rôle de distinction sociale. Donc c'est assez pratique parce que ça permet d'analyser la classe sociale pour comprendre les goûts. En fait, généralement, on peut assez facilement du coup détecter l'ensemble de goûts d'une personne à partir du moment où on comprend sa classe sociale. C'est pas mal du tout, sauf que le problème c'est que c'est une interprétation assez vague, in fine, d'une personne. Quand on connaît sa classe sociale, on connaît peut-être ce qu'il pourrait aimer, mais on ne sait pas exactement ce qui va le faire vriller émotionnellement. Donc j'ai continué mon exploration et je suis tombé sur les désirs mimétiques de René Girard, qui explique en gros que nos désirs fonctionnent par mimétisme, que nous allons désirer ce que nos potes ou ce que les personnes à qui on se compare ont déjà. Si votre meilleur ami est en train de créer une start-up, vous serez en train de vous dire pourquoi est-ce que je devrais peut-être créer une start-up moi aussi quoi. C'est pas mal du tout, il suffit de comprendre à qui la personne se compare pour lui vendre ce que le groupe auquel elle s'identifie possède déjà. C'est assez pratico-pratique, mais le problème c'est que en fait on ne se comprend pas pourquoi elle se compare à ces personnes et pourquoi elle veut exactement ces choses-là. Il y a un truc plus profond derrière. Donc pour moi c'est une analyse qui est intéressante, mais c'est une analyse un peu trop de surface. C'est là que je suis arrivé sur la pyramide des valeurs. La pyramide des valeurs, c'est simplement la classification de l'importance des valeurs. C'est l'échelle des valeurs que nous considérons comme important, moins important ou vraiment important. Par exemple, l'échelle de valeur d'une maman, ça pourrait être famille, ensuite bien-être personnel, ensuite santé et ensuite carrière. Par contre, l'échelle de valeur pour un entrepreneur, ça pourrait être plus du genre carrière, santé, bien-être, famille. C'est intéressant aussi, c'est mieux que la pyramide de Maslow parce que ça permet d'avoir plus d'individualité. On sait que cette personne-là va plus valoriser la carrière plutôt que la santé, mais ça permet de nouveau de pas comprendre précisément ce que la personne veut vraiment à elle seule. Tu vois, genre ok, carrière c'est cool, carrière, il y a plein de gens qui valorisent la carrière en premier. Qu'est-ce qui va faire vriller émotionnellement notre prospect? On ne le sait toujours pas. C'est là que je suis allé très loin dans ma recherche. J'ai fait Spiral Dynamics, les niveaux de développement, modèle mental. Super intéressant pour comprendre le niveau de conscience d'une personne. En gros, sa théorie, c'est qu'en fait, on fonctionne par échelon. Et que quand on est bébé, on a un niveau de conscience qui est le plus bas, le niveau qu'il appelle beige. Vraiment la survie pure, quoi. Je veux manger, je veux boire. Ouais, maman, je veux boire. Maman. Ensuite, il y a le violet, c'est un peu plus le magique, les rituels, tout ce qui est un peu plus mystique, etc. Ensuite, on a le rouge, égocentrique, pouvoir, domination. On va augmenter de niveau de conscience petit à petit au plus et à mesure on avance. C'est peut-être ça, c'est rouge, c'est peut-être l'adolescence, quoi. On va avoir un peu plus de pouvoir, on se rebelle contre nos parents. Puis après, on a le bleu, ça c'est peut-être un peu post-l'adolescence, obéissance, dogme, autorité morale. Donc c'est un peu plus jeune adulte. On va se dire, en fait, je suis pas si exceptionnel que ça, je suis pas si puissant que ça. En fait, il faut que je commence à fermer un peu ma gueule et à suivre un peu les règles, quoi. Et puis après, orange, tu commences à développer ta carrière, à avoir des premiers succès, à avoir un peu plus d'argent. Tu commences à te dire, ok, je vais chercher le succès. Et puis petit à petit, tu commences à développer encore d'autres valeurs
couleurs. Voilà, le jaune, le turquoise, c'est encore des modèles encore plus avancés. Mais donc je trouvais ce modèle mental extrêmement intéressant pour comprendre une personne. Mais le problème est que, de nouveau, ça ne nous permet pas de savoir c'est quoi le truc qui fait vriller une personne. Donc en fait, le problème avec toutes ces théories, c'est que chacune de ces théories propose des solutions intéressantes, mais semble proposer des choses différentes. Trouver un problème pour le job to be done, mimétisme, classe sociale, besoins fondamentaux et valeurs et niveau de conscience. Moi, ce que j'aimerais, c'est un framework pratique et utilisé qui me permet de trouver avec quasi certitude le plus gros fantasme de notre interlocuteur. C'est pour ça que je suis parti à la recherche de dénominateurs communs. J'ai catégorisé du coup ces différentes théories par ordre de logique, du plus fondamental au plus individualiste. Et donc c'est là qu'en fait tu as la théorie des besoins fondamentaux, c'est typiquement de l'ordre biologique. Ensuite tu as les valeurs et les niveaux de conscience, ça c'est de l'ordre plutôt identitaire. Puis tu as le mimétisme et la classe sociale, ça c'est plutôt au niveau social. Et puis après tu as les jobs to be done et les problèmes, c'est plus contextuel. Le contextuel va bien sûr dépendre du social, qui va lui-même dépendre de l'identitaire, qui va lui-même dépendre du biologique, bien entendu. Mais alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la racine de l'identité, des réactions émotionnelles, des aspirations sociales et mimétiques et des problèmes au quotidien? Et en fait, pour rechercher un modèle qui me permet de découvrir le levier émotionnel extrêmement chaud d'un prospect ou d'un interlocuteur, c'est comme ça que je suis tombé sur le psychanalyste Carl Jung qui a théorisé un modèle super intéressant, le modèle de l'ombre. Carl Jung est un psychiatre, psychanalyste et penseur suisse et a longtemps étudié l'inconscient. Et il est arrivé à la conclusion troublante. Notre inconscient est ce qui dirige la plupart de nos choix. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Carl Jung. La partie inconsciente de notre esprit humain est ce qu'il appelle l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous refusez de voir ou d'accepter de vous-même. C'est votre orgueil refoulé, votre violence camouflée, vos désirs inavoués, votre grandeur non assumée, ou même votre lumière que vous n'osez pas porter. L'ombre n'est ni mauvaise ni bonne en soi, elle est juste inconsciente, et donc redoutablement puissante si elle est ignorée. Si cette ombre reste inconsciente, elle dirige et dirigera nos actions et nos choix. Un exemple tout bête, c'est quand j'ai commencé à être entrepreneur en 2019, j'ai lancé ma plateforme de repas entre voisins, Cook for Me, un Airbnb de la nourriture. L'idée derrière la tête, c'est que j'avais envie de faire une plateforme scalable qui me permet de rassembler des acheteurs et des vendeurs, de prendre une commission au passage et d'avoir un produit ultra scalable. Comme Uber, que j'ai 1000 clients ou 1 million de clients, ça ne change rien en théorie pour moi. Et après, il y a eu le Covid qui est tombé et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai ensuite lancé un nouveau projet, Nomad Coffee, un site e-commerce de machine à café portable. L'idée aussi de nouveau, c'était d'automatiser complètement le business, de mettre des pubs, de ne pas avoir de stock chez moi, de voir que mon fournisseur fournisse directement mes clients. Ça n'a pas été rentable non plus. J'ai testé une formation copywriting et de le mettre en funnel evergreen en me disant vas-y c'est génial, je vais pouvoir faire ça en automatique et me la couler douce. De nouveau, donc c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Il fallait avoir de la crédibilité, il fallait trouver des clients, convaincre des clients, ce qui n'est évidemment pas chose aisée. Et donc en fait à ce moment-là, mon ombre c'était simplement la peur de me confronter au marché, de vendre et de me rendre compte que ça demande bien plus de travail que prévu. Un autre exemple d'ombre, d'une histoire que vous avez sûrement déjà entendue, qui a exposé son ombre en live devant des centaines de millions de personnes. You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay.
Alors pour l'explication de la blague, en vrai moi j'avais pas très bien compris au début. G.I. Jane, c'est un film qui est sorti en 97 et en fait l'actrice Demi-Moore, il joue une soldate badass et pour son rôle, elle a dû se raser le crâne complètement et Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, ce soir-là était rasée et non pas pour un rôle mais parce qu'elle souffre d'alopécie, une maladie auto-immune qui fait tomber ses cheveux. Elle en a parlé publiquement avec émotion, c'est un sujet sensible pour elle. And I'm gonna tell you, it was terrifying when it first started. You know, I was in the shower one day and then just handfuls of hair just in my hands. And I was just like, oh my God, am I going bald? It was one of those times in my life where I was literally shaking with fear. Même si Chris Rock disait ne pas savoir qu'elle avait l'alopécie, Will n'a pas supporté qu'on rigole de sa condition en public. Et ce qui est super intéressant quand tu lis en fait l'autobiographie de Will Smith, en fait il explique qu'il est conditionné à être comme ça depuis qu'il est tout petit, d'être le nice guy, lisse, drôle, poli, exemplaire. Et quand tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il a créé ce nice guy, ce personnage du mec charismatique, drôle, ben en fait il raconte une scène d'enfance traumatique et qui est assez intéressante pour nous de l'extérieur de comprendre le personnage qui est Will Smith in fine. Et en fait, il explique qu'il voit son père frapper violemment sa mère dans le salon et il est complètement paralysé, il fait absolument rien. Et c'est cette passivité qui va marquer toute sa vie. Il dit dans son autobiographie, je cite, « Je considère cet instant précis dans le salon comme le moment déterminant de ma vie. Tout ce que j'ai fait depuis ce jour, les récompenses, les rires, les projecteurs, a toujours été une tentative d'excuser mon échec ce jour-là, d'expier ce que je considère comme ma lâcheté. » Quand Chris Rock attaque Jada publiquement, Will n'entend pas une blague, il entend « Encore une fois, il me ridiculise publiquement. Encore une fois, je suis impuissant. » Selon son histoire, il a développé un personnage, un masque du good guy, qui en fait masque une ombre, la peur d'être complètement impuissant vis-à-vis de ses proches. Et du coup, ce qui est hyper intéressant à comprendre, c'est que l'opposition de votre ombre, c'est en fait ce que vous désirez le plus au monde. C'est votre ombre profonde qui détermine ce que vous désirez le plus au monde. J'ai peur de me montrer et de me confronter au marché. Et bien, ce que je désire le plus au monde, ce que mon plus gros fantasme, c'est de créer un business automatique. C'est l'ombre de votre client qui détermine son plus grand fantasme, son désir caché. Du coup, on en arrive à la question juteuse. C'est quoi ce framework? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce concept d'ombre pour comprendre le désir caché de notre interlocuteur? C'est le sujet du chapitre suivant. Chapitre 5, comment dénicher l'ombre de votre interlocuteur. On a vu que l'ombre était le moteur derrière notre fantasme. Mais ça ne nous dit pas nécessairement comment est-ce qu'on fait pour dénicher ce fantasme dans une discussion, ma foi, simple et fluide, comme l'on peut avoir avec n'importe qui. Bien entendu, une discussion un peu plus poussée que d'habitude, mais une discussion assez simple tout de même. Le fil de la conversation, c'est un fil que j'ai développé avec le temps et l'expérience en discutant, principalement en faisant de la vente. Je me suis aperçu qu'il y a un concept qui est extrêmement important, ce que j'appelle le décalage entre le plan que la personne utilise pour atteindre son objectif et l'action directe qui est vraiment nécessaire pour atteindre le besoin. Ce qu'on a tendance à faire en tant qu'humain, c'est de poursuivre des objectifs. Ah, je veux créer un business. Ah, je veux trouver l'amour. Ah, je veux m'acheter une maison. Ah, je veux m'expatrier. Ce sont des objectifs externes. En fait, créer un business, c'est pas un objectif d'émotion interne, c'est pas un objectif de besoin, c'est un objectif externe à la personne. On a tendance à poursuivre des objectifs externes parce que on associe ces objectifs comme l'accomplissement d'un besoin. Fondamentalement, ce qu'on veut, c'est le besoin. On veut peut-être créer un business pour avoir de la reconnaissance, peut-être qu'on veut avoir de l'argent, de la sécurité. Eh bien, la sécurité, c'est un besoin. Derrière ces objectifs apparents, du coup, il y a des besoins. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est que du coup, pour atteindre notre objectif apparent, eh bien, on va créer un plan, on va établir une stratégie pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous voulez créer un business, vous allez peut-être vous dire « Ah, le plan pour développer ce business, c'est première étape, tester mon offre. Deuxième étape, c'est faire un tunnel VSL. Puis après, scaler en publicité. Et puis après, phase numéro 3, recruter des closers. » Ça, c'est le plan. Le truc, c'est qu'il y a toujours une action directe pour atteindre le besoin profond. Nous, ce qu'on veut au fond, c'est le besoin profond. On va utiliser un objectif apparent pour atteindre le besoin profond. Mais pour atteindre ce besoin profond, il y a toujours une action qui est directe pour l'atteindre. Si vous avez un besoin de connexion, de sentiment d'appartenance, de connexion humaine, eh bien l'action directe, c'est simplement d'appeler un bon ami et de parler avec lui et de lui dire ce que vous avez sur le cœur. Le truc, c'est que généralement, on a un peu tendance à éviter, ça dépend du
du coup à quel point on a cette ombre, mais il est possible que notre stratégie pour atteindre l'objectif apparent est un plan détourné pour atteindre le besoin. Et qu'en réalité, il y a une action directe, beaucoup plus directe que notre stratégie mise en place actuelle. Et donc c'est ça qui détermine notre niveau d'évitement. À quel point la stratégie mise en place est en train de vous détourner de l'action directe. Et bien au plus la stratégie est complexe et fastidieuse et intelligente, au plus il est probable que votre niveau d'évitement est grand. Et donc que votre ombre est grande. L'ombre, c'est votre niveau d'évitement. Ça marche aussi bien sur nous, hein. C'est aussi un modèle de dev perso, ce framework. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, c'est de le faire d'abord sur vous pour comprendre votre propre ombre et d'ensuite avoir plus de clarté sur l'ombre des autres. Parce que c'est assez difficile de découvrir l'ombre des autres si vous n'êtes même pas conscient de votre propre ombre. Voilà, on va essayer de créer une conversation avec quelqu'un, que ce soit au téléphone, en présentiel, et on va passer par ces 6 étapes. Première étape, c'est de voir où va l'énergie de la personne, à quoi est-ce qu'elle passe son temps, quelles sont ses préoccupations principales. Ensuite, dans ces préoccupations-là, où va l'énergie, on va essayer de comprendre, ok, mais qu'est-ce que tu essayes de faire avec ça? Ok, tu passes 10 heures par jour à bosser sur ton business, c'est quoi ton objectif? Ah bah mon objectif, c'est de créer un business qui me permet de gagner 10 000 euros par mois pour pouvoir voyager à travers le monde et pouvoir rencontrer des nouvelles personnes intéressantes. Ok, c'est quoi son besoin profond derrière ça? Et alors là, ça va être intéressant, ça va être à vous de lire entre les lignes parce qu'il va rarement vous dire c'est quoi son vrai besoin profond. C'est à vous de poser des questions intelligentes, on va voir les questions juste après, pour que vous arriviez à déceler le vrai besoin derrière. Typiquement, si la personne dit voilà, je veux créer un business à 10 000 euros par mois pour pouvoir voyager à travers le monde, vous pouvez vous poser la question, et tu gagnes combien en ce moment? Ah je gagne 3 à 4 000 euros par mois, et qu'est-ce qui t'empêche du coup d'aller voyager avec 3 à 4 000 euros par mois? Parce que tu peux clairement aller voyager avec 3 à 4 000 euros. Ouais mais non, mais 3 à 4 000 euros c'est pas assez, nanana. Et alors là tu sais en fait que 3 à 4 000 euros c'est clairement suffisant pour voyager à travers le monde. Peut-être que c'est son objectif apparent, mais qu'en réalité, c'est pas son vrai besoin. Voyager à travers le monde, elle peut déjà le faire maintenant. Que l'action directe, c'est en fait de partir avec son sac à dos maintenant et d'aller voyager à travers le monde et de parler avec des nouvelles personnes inspirantes. Ou même si elle veut parler avec des personnes inspirantes, qu'est-ce qui l'en empêche de le faire maintenant? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller prendre son téléphone ou d'aller envoyer des DM, des emails avec des personnes qui l'inspirent et d'essayer de faire un rendez-vous avec ces personnes? Qu'est-ce qui l'en empêche? Et en fait, c'est ça que vous allez voir, c'est vous allez voir le décalage entre le plan qu'elle essaye de mettre en place pour atteindre son objectif vs le vrai besoin qu'elle essaye de satisfaire. Et donc, quelle est l'action la plus directe qu'elle peut mettre en place pour atteindre ce besoin profond? C'est le décalage entre les deux qui va déterminer le niveau d'évitement, la puissance de l'ombre. Et quand vous avez déniché l'ombre, vous faites l'opposé de l'ombre, ce qui vous donne le fantasme, son désir le plus secret. Et une fois que vous avez ce désir le plus secret, vous savez sur quoi vous basez pour créer votre offre. Quand vous avez le désir secret, vous pouvez lui vendre ce que vous voulez. Première étape, où va l'énergie? À quoi passe-t-il, elle, son temps, ses pensées, son énergie? Est-ce qu'elle passe son temps à créer un site web, à designer un logo, à planifier sans fin, à draguer en soirée, chercher des likes, enchaîner les jobs, consommer du contenu? Là où va le plus de son attention se trouve son plus grand combat intérieur. Voici quelques questions que vous pouvez lui poser. Si je t'observe pendant une semaine, qu'est-ce que je verrai que tu fais le plus souvent? À quoi tu penses le plus dans ta journée? À quoi passes-tu ton temps durant ta journée? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu veux réussir en ce moment? Si tu n'avais rien d'autre à faire, vers quoi te retournerais-tu naturellement? Ok, maintenant que vous avez identifié où va l'énergie, il est temps de creuser sur son objectif. Quelle est sa quête visible, celle que la personne afficherait publiquement? Ça pourrait ressembler à quelque chose du genre « je veux lancer un business, je veux atteindre 10 000 euros par mois, je veux percer sur Instagram, je veux un job stable, je veux trouver l'amour ». Quelques questions pour dénicher cet objectif. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux vraiment réussir? Quelle serait une preuve que tu es sur la bonne voie? Tu serais fier de quoi dans 6 mois? Ok. Maintenant que vous savez où va l'énergie, vous avez trouvé l'objectif apparent de la personne, c'est là où se complique un peu plus la tâche, où vous allez devoir comprendre quel est son vrai besoin derrière son objectif. Par exemple, si la personne lance un nouveau business, elle pourrait avoir besoin de statut, de reconnaissance. Typiquement, je pense qu'il y a une grosse partie de mon propre objectif de mon business. Il y a clairement une partie de reconnaissance. Il y a une partie de liberté, d'indépendance, bien entendu, mais je pense qu'une grosse partie, c'est clairement aussi de la reconnaissance. Peut-être qu'elle passe beaucoup de temps sur Instagram à faire des photos d'elle. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Peut-être qu'elle a besoin d'une sécurité affective, plus d'amour.
C'est peut-être ça son vrai besoin. Peut-être qu'un entrepreneur qui lance son business a aussi besoin de se sentir appartenir à une classe d'entrepreneurs. C'est assez intéressant parce qu'en fait, vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même objectif apparent, mais qui n'ont pas le même besoin. Par exemple, un entrepreneur A peut lancer un business principalement pour le statut, la reconnaissance, et un autre entrepreneur peut lancer un business, mais en fait pour l'appartenance, pour avoir envie d'appartenir à ce groupe d'entrepreneurs-là, par exemple. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre c'est quoi le vrai besoin derrière, parce que vous pouvez avoir des objectifs qui peuvent paraître tous plus ou moins similaires. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais tout le monde veut pas gagner de l'argent pour les mêmes raisons. L'argent, c'est l'énergie de l'économie, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette économie? Qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux t'acheter une villa au bord de la mer? Est-ce que tu veux avoir de l'argent juste pour la reconnaissance? C'est quoi que tu comptes faire avec cet argent? C'est quoi que tu veux derrière? Voici quelques questions pour vous aider à creuser dans ces besoins. Et si tu atteins cet objectif, qu'est-ce que ça t'apporterait vraiment? Une autre façon de poser la question, c'est si tu n'atteins pas cet objectif, qu'est-ce que ça fait pour toi? Quelles sont les conséquences? Et si tu avais ça, comment tu te sentirais? En fait, vous allez chercher l'émotion derrière. C'est vraiment important de creuser, et je sais que c'est un peu des questions qui sont compliquées parce que c'est des questions qui sont plus personnelles, mais posez ces questions personnelles, c'est super important. Moi, j'accompagne des copywriters, et un des gros problèmes dans le closing, c'est qu'ils n'osent pas poser des vraies questions personnelles. Ils pensent que le business, c'est le business, on reste mécanique, on reste froid. Non, le business, c'est une relation d'humain à humain. Il faut comprendre c'est quoi ses vraies intentions. L'entrepreneur, il veut plus de clients, il veut plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut plus de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu cherches à travers ça, mais que tu n'oses pas dire? Qu'est-ce que ça comblerait en toi? Et la personne, à ce moment-là, c'est fort probable qu'elle évite, qu'elle réponde un peu par automatisme ou des choses un peu superficielles. Creuser. Utiliser la méthode des 5 pourquoi. Ok, pourquoi? Ah, tu veux gagner de l'argent pour t'acheter une maison. Mais pourquoi tu veux t'acheter une maison? Ah, tu veux t'acheter une maison pour avoir de la sécurité avec ta famille. Et pourquoi tu n'as pas de sécurité en ce moment avec ta famille? Pourquoi tu te sens pas en sécurité aujourd'hui? Ah, ok, c'est parce que tu as un crédit, tu as envie de sortir de cette merde. Ok, pourquoi c'est problématique pour toi d'avoir un crédit aujourd'hui? On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, et c'est comme ça qu'on découvre le vrai besoin. Allez plus loin que ce que vous avez tendance à aller d'habitude. Je sais, c'est un réflexe de dire « Ah, ok, je comprends. » Non, vous comprenez pas. Posez une question supplémentaire. Pourquoi? Ok, maintenant qu'on a trouvé où se situe l'énergie, quel est l'objectif apparent, on a découvert c'était quoi son vrai besoin derrière cet objectif apparent, maintenant on va découvrir c'est quoi sa stratégie mise en place pour atteindre cet objectif apparent, et donc par association, ce qu'il pense être la meilleure stratégie pour atteindre son besoin. Parce qu'en finalement, ce qu'il veut, atteindre son besoin. Peut-être inconsciemment ou consciemment, parfois les gens sont aware, parfois ils ne sont pas, souvent ils ne le sont pas. L'intérêt ici, c'est de savoir à quel point il y a un décalage entre la stratégie actuelle et le chemin le plus direct vers ce besoin profond. Par exemple, on a découvert en étape numéro 3 que la personne veut un besoin de reconnaissance, mais qu'elle passe des mois et des mois, c'est peut-être un développeur, un freelance développeur, et il passe des mois à coder un outil invisible au lieu d'en parler à quelqu'un. On voit qu'il y a une forme d'évitement. En fait, c'est pas du tout l'action directe. L'action directe, s'il veut de la reconnaissance, c'est d'aller directement parler à un client et de lui dire tiens, c'est quoi ton problème? Ok, si je résous ce problème-là avec cette solution-là, est-ce que ça te parlerait? Ah ouais, c'est intéressant. Et boum, tu crées un petit MVP, le lendemain tu reviens vers le client et tu lui dis tiens, regarde ce que j'ai fait, est-ce que ça t'aide? Ça c'est l'action la plus directe pour avoir de la reconnaissance. C'est pas passer 3 mois à coder un outil invisible. Un autre exemple, c'est je sais pas, une personne qui est très sur Instagram, qui poste des photos hyper travaillées, et en fait elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de connexion humaine. Et clairement, la stratégie mise en place, c'est de développer son Instagram, parce qu'elle croit que développer son Instagram va lui permettre d'atteindre son besoin. Elle croit, c'est inconscient, c'est un raccourci inconscient, on se dit ah, on a des likes. La stratégie directe dans ce cas-là, c'est clairement de parler vrai à une personne réelle. Appeler un bon ami ou une bonne amie et parler avec elle. Dire ouvertement, j'ai besoin de connexion. Donc, ici, l'objectif, c'est de trouver quelle est la stratégie mise en place pour atteindre son objectif apparent. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour atteindre cet objectif? Comment tu t'y prends aujourd'hui? Quelle solution est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Qu'est-ce qui a posé problème avec ces solutions-là? Quelles sont les actions mises en place? Quelles sont les choses que tu repousses et que tu n'oses pas faire? C'est quoi ta routine actuelle liée à ça? Ok, maintenant qu'on a identifié donc son énergie, son objectif apparent, on a identifié son vrai besoin et on sait maintenant c'est quoi sa stratégie qu'elle met en place pour atteindre son objectif. Maintenant, on va identifier l'action directe pour arriver au vrai besoin. Soit vous avez l'intuition vous-même, soit vous posez les questions à la personne pour essayer de creuser est-ce qu'il n'y a pas une autre façon plus directe pour atteindre ce besoin. Donc vous allez essayer d'identifier l'action directe. Quelle est l'action la plus simple, frontale, directe vers ce besoin profond?
Alors, généralement, une action directe demande une exposition émotionnelle. Elle demande de la vulnérabilité. Par exemple, vous êtes une personne qui a besoin de connexion humaine. Au lieu de mettre des stories sur Instagram, l'action la plus directe, c'est d'aller parler à un ami, d'appeler un ami et de dire « Écoute, j'ai besoin de parler en ce moment. Est-ce que tu as 30 minutes de disponible ?» Et ça demande, en tout cas pour les mecs, peut-être pour les filles un peu moins, mais pour les mecs, c'est un truc, c'est difficile de dire « Ah tiens mec, j'ai envie de parler. » Ça demande plus de vulnérabilité. Donc une bonne règle, c'est que l'action directe demande de l'exposition émotionnelle. Elle est souvent synonyme de risque de rejet. Si vous voulez développer un business et que votre vrai besoin c'est de vous sentir utile, on se sent utile comment ? On se sent utile en aidant quelqu'un. Donc vous allez parler à quelqu'un, vous allez envoyer un DM, vous allez appeler quelqu'un. Mais bien entendu, il y a une probabilité assez élevée. Je vous dis juste maintenant ça m'intéresse pas. Il y a un risque de rejet. Et souvent, c'est aussi synonyme de prise de responsabilité. Souvent, c'est des actions qui sont skin in the game, qui vont vous faire subir les conséquences de votre choix. Voilà, c'est un bon framework pour identifier l'action directe. Quelques exemples. Besoin de reconnaissance, comme je le disais. Est-ce que simplement poser la question, est-ce que tu veux que je te t'aide ? Besoin d'amour. Oser dire simplement, j'ai envie d'apprendre à te connaître. C'est un truc qui demande de la vulnérabilité. Au lieu de développer ton Tinder, faire tes photos Tinder super catchy, de mettre ta catchphrase, nanana, non, va juste parler à la fille, au mec qui est là à côté de toi, que tu trouves mignon, mignonne, et tu lui dis, je te trouve mignon, est-ce que je peux apprendre à te connaître ? Pour le besoin d'appartenance, oser rejoindre un groupe et s'exprimer. Voilà, si tu as besoin d'appartenance, va juste simplement dans un groupe et exprime-toi. Bien entendu, c'est des choses qui sont émotionnellement plus compliquées à faire. Et c'est pour ça qu'on les évite. Au plus la personne va être prête à le faire, au moins elle a une ombre. Au plus elle essaye d'éviter ce genre d'action, au plus elle a une ombre. Quelques questions pour essayer de détecter c'est quoi la vraie action et pour lui faire réaliser elle-même à la personne c'est quoi l'action directe. Est-ce que tu penses que ta stratégie actuelle est la plus directe ? Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus simple mais qui te fait flipper ? Et si tu ne pouvais pas te cacher derrière une stratégie, que ferais-tu ? Quelle est l'action que tu évites mais qui pourrait tout débloquer ? C'est une bonne question ça. Généralement on le sait, Généralement on le sait qu'on évite des trucs mais c'est juste parce qu'on n'aime pas le faire quoi. Et alors après on va se justifier en disant ouais mais moi je suis pas du genre à prospecter, je suis pas quelqu'un qui prospecte, moi c'est vraiment pas mon truc. C'est le truc de personne de base, c'est juste parce que c'est une action qui demande de la vulnérabilité quoi simplement. Donc prospecter, c'est un putain d'exercice émotionnel et dev perso quoi. Franchement, ça permet de sortir de son ombre. Ok, maintenant que vous avez identifié la stratégie actuelle et que vous avez identifié l'action directe, vous allez pouvoir comparer les deux, l'étape 6, détection de l'évitement, c'est la révélation de l'ombre. Vous allez comparer à quel point sa stratégie est complexe vs à quel point la stratégie est directe. Au plus ta stratégie est complexe et indirecte, au plus l'ombre est grande. Ça peut être sous forme de perfectionnisme, ça peut être une forme d'invisibilité stratégique parce qu'on a peur du rejet, peur d'être ridicule, alors on va faire de l'humour, peur de déplaire, gentillesse excessive ou neutralité. Quelques questions. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur si tu faisais cette action directe ? C'est quoi le pire scénario que tu imagines si tu te confrontes à cette réalité ? De quoi as-tu le plus peur honnêtement ? S'il y avait une partie de toi qui n'ose pas avouer, ce serait quoi ? Voilà, et donc maintenant vous allez pouvoir nommer l'ombre. L'ombre, c'est le gardien de la voie directe. L'ombre, c'est le gardien de la voie directe. Au plus la stratégie est brillante, plus elle est élaborée, complexe, intelligente, au plus l'ombre est puissante. Petit exemple de la collègue ultra performante qui ne délègue à rien. Où va son énergie ? Elle gère tout, elle fait des horaires de fou et elle ne fait jamais appel à personne. L'objectif apparent, je veux que tout soit bien fait. Besoin profond, en réalité, c'est sentir qu'elle a le contrôle et qu'elle en a besoin d'elle. Comme ça, elle a du pouvoir, sentiment de pouvoir et de validation. Stratégie actuelle, ne jamais déléguer et tout centraliser. Stratégie directe, en fait, elle pourrait former quelqu'un, lâcher prise sur les petits détails et mettre en place des mécanismes, des systèmes ou responsabiliser ses employés pour qu'elle n'ait pas à devoir tout gérer elle-même, quoi. Mais en fait, elle a peur de ne plus se sentir indispensable. Donc l'ombre, elle se pense altruiste et efficace, mais elle cache un besoin compulsif de contrôle. Ombre, c'est la toute puissante, celle qui a besoin d'être essentielle pour se sentir digne. Un exemple d'offre à lui proposer à ce moment-là, c'est de lui proposer quelque chose qui va justement lui donner cette toute puissance. Exemple numéro 3, la personne qui rêve de tomber amoureuse mais reste sur Tinder. Où va son énergie ? Scroll infini sur Tinder, 15 conversations en parallèle, mais jamais de vraies rencontres. Elle passe son temps à faire des photos, Tinder, nanana. Objectif apparent, je veux trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose. Besoin profond, être aimé pour qui elle est vraiment. Stratégie actuelle, rester dans l'entre-deux, dans le fantasme, le flirt safe à distance.
Stratégie directe, la voie directe, ce serait choisir une personne, proposer un rendez-vous, se rendre vulnérable. Ombre, elle veut de l'amour, mais elle évite la vulnérabilité. Ombre, c'est la spectatrice, elle joue à aimer sans s'exposer. Le fantasme qu'elle pourrait avoir, c'est se sentir ultra désirée. On va prendre un exemple concret de Oussama Ammar. Je suis Oussama Ammar depuis très longtemps, depuis 2017. Où va son énergie? Il crée énormément de contenu, il monte des projets, studio d'animation, Better Call Saul, Scale with Zeus, Les Repreneuses. Voilà, il lance plusieurs projets en même temps, il fait beaucoup de contenu, part beaucoup. Objectif apparent, accompagner des entrepreneurs ambitieux à penser grand, à se libérer des contraintes classiques du business. Construire une contre-culture face au capitalisme classique où l'intuition, le style et la singularité comptent autant que les chiffres. En gros, il valorise énormément la grandeur, les mythes, les gens légendaires. Il parle beaucoup de Steve Jobs, le fait de créer, de produire, de faire. L'authenticité radicale, l'amour, l'émotion vraie, le courage de suivre son propre chemin. Le vrai besoin, envie d'être vu comme différent, contrarian, original, grandiose, besoin d'accomplissement. Et je pense qu'il y a une très grande peur de l'enfermement, peur de ne pas être libre. Il y a vraiment un besoin hyper prononcé d'autonomie chez Oussama. Sa stratégie actuelle, du coup, pour atteindre cette liberté, c'est créer un empire de contenu autour de sa pensée, entretenir une image marginale et flamboyante, lancer des nouveaux projets, studio d'émission, Scale with Zeus, Repreneuse, monnaie alternative, crypto-monnaie, etc. L'action directe pour atteindre sa liberté, mettre 100% de son énergie dans la construction d'un projet ambitieux. S'il veut rentrer dans la légende, c'est plus direct de simplement se lancer sur un gros projet ambitieux et de mettre tous ses moyens vers ce projet-là, pas se disperser sur plusieurs projets. Détection de l'évitement, révélation de l'ombre. Oussama n'aime pas l'homme poreux, inutile, médiocre, passif, sans ambition, et il a peur d'être oublié, peur d'être un fantôme. Donc en fait, le fantasme de Oussama, ça pourrait clairement être l'entrepreneur légendaire. Et tu pourrais lui vendre quelque chose qui va correspondre à ça. Ok, maintenant passons à la suite, parce que maintenant qu'on a découvert le framework sur comment découvrir une ombre, et par opposition son désir secret, eh bien on va trouver ce qu'on peut vendre à cette personne. C'est donc ce que j'appelle le shadow marketing, créer une offre basée sur ce désir profond. Le shadow marketing. L'ancienne façon de créer une offre, c'était de partir de vos compétences et d'ensuite créer une offre. Et ensuite, on va essayer de chercher des clients. Donc on va reverse la chose, on va partir de l'ombre de la personne avec qui vous parlez pour ensuite lui designer une offre et si c'est nécessaire de trouver les compétences ailleurs pour créer cette offre. Alors comme on a vu, on a parlé de fantasme parce qu'on a découvert l'ombre et ensuite on a découvert le fantasme ultime de la personne. Le marketing bourrin, c'est en fait de packager l'offre en version dark juste pour stimuler ce qu'il croit vouloir. Et alors, il y a un peu un truc, il y a une tendance aujourd'hui sur le marketing éthique. Personnellement, c'est l'ambiance à laquelle j'avais envie de participer. Tu peux pousser ton marketing pour rendre son ombre consciente et délivrer ce dont il a vraiment besoin. Et donc, au lieu de proposer une offre sur base de son fantasme, on va essayer dans notre marketing de changer sa perception des choses et de l'amener à désirer ce dont il a vraiment besoin. Le problème, c'est que, à moins que le marché soit extrêmement conscient, le marketing éthique, ça ne marche pas. J'ai essayé pendant longtemps de faire du copywriting hyper conscient, hyper éthique, d'amener la personne à réfléchir à ses besoins profonds et de désirer ses besoins profonds. En fait, le truc, c'est que ça marche pas. J'ai essayé de vendre des offres du genre « confronte-toi au marché ». Et en fait, c'est extrêmement difficile à vendre pour des gens qui n'ont pas nécessairement conscience qu'ils sont dans un évitement. Et ça demande énormément de coaching pour que la personne se rende compte. Et donc, en fait, j'étais en train d'essayer de vendre le truc en mode « confronte-toi au marché » pour délivrer ton potentiel. En fait, ce que les gens veulent, c'est un système automatique pour prospecter. Ils veulent pas se confronter au marché, quoi. Ils veulent pas se confronter à la vente, ils veulent pas faire du closing, ils veulent pas faire de la prospection. Et donc, oui, c'est théoriquement ce dont ils ont le plus besoin. Franchement, essayez, faites-le par vous-même, faites l'expérience par vous-même d'être ce marketeur éthique. Vous serez confronté à un mur simplement parce que la personne ne sont pas assez consciente. Je dis pas ça parce que j'ai envie que ce soit comme ça, j'ai envie que les gens soient conscients dans un monde idéal, tu leur dises qu'ils ont vraiment besoin et ils achètent parce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Dans un monde dans lequel on est, les gens achètent plutôt pour leur fantasme que pour ce dont ils ont vraiment besoin. Allez-y pour vendre, je t'aide à travailler ta blessure d'enfance. C'est pas sexy en fait. Personne n'a envie de travailler sa blessure d'enfance. Ce que les gens veulent vraiment, c'est être en couple, être magnétique, être charismatique, être écouté, être influent, avoir de l'argent, avoir du pouvoir. Donc, c'est quoi la solution? Parce qu'on n'a pas envie de faire du marketing bourrin et donner du dark sans transformation réelle. On n'a pas non plus envie de faire du marketing éthique parce que ça ne vend pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre à leurs fantasmes et dans la transformation, on va répondre à leurs besoins une fois l'offre signée. C'est une phrase de Russell Brunson qui m'a fait un déclic. Sell them what they want
Give them what they need. Super citation, super simple, super puissant. En réalité, les gens sont rarement conscients de leurs vrais besoins, ils sont surtout conscients de ce qu'ils veulent. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est on va vendre à l'ombre pour ensuite les piéger, les piéger dans un chemin d'intégration vers la lumière. Ça fait un peu gourou tout ce que je dis, mais en gros, vous allez leur vendre l'appât et c'est dans votre offre que vous allez les amener progressivement vers la vraie transformation. Tu vends deviens magnétique, qu'on t'écoute enfin sans devoir crier, ça c'est ce que la personne veut, c'est son fantasme, et puis tu l'exposes à l'origine de cette soif, le rejet, l'humiliation, la peur de disparaître. C'est là où il y a la vraie transformation qui opère, c'est ça que j'appelle le shadow marketing. Avant la vente, tu parles à l'ombre, shadow, à l'inconscient, et après la vente, tu l'amènes vers la lumière, tu l'amènes vers la conscience. Créer une offre shadow. La méthode, c'est donc définissez son ombre en une phrase, prenez son opposé, son fantasme ultime, créez une offre qui tape dans ce fantasme. Et dans l'offre, vous allez donner ce dont il a vraiment besoin. Par exemple, avec Will Smith, l'ombre c'est j'ai peur d'être faible, impuissant, incapable de protéger ceux que j'aime. Le fantasme, je veux être ultra puissant, que tout le monde me respecte. L'offre que vous allez lui proposer, par exemple, ça pourrait être « Tu vas obtenir une reconnaissance sans performance. » Reconnaissance sans performance. Il est fatigué de devoir jouer son rôle de nice guy. Donc, vous allez lui promettre la reconnaissance et le respect sans performer. Ne dépend plus du regard des autres pour te sentir en paix. Et là, vous allez pouvoir lui vendre un coaching one-on-one, ultra discret, plus de 100 000 € par an. Si vous connaissez l'ombre des gens, vous savez vendre à n'importe qui. Donc, vous allez pouvoir vendre aux ultra riches. Dans l'offre, vous allez amener vers la transformation, s'autoriser à être aimé sans avoir à toujours sauver. Quand vous êtes en face à face avec Will Smith, vous allez progressivement l'amener à pratiquer sa vulnérabilité. Faisons l'exercice maintenant pour notre cher Oussama Ammar. L'ombre, c'est j'ai peur d'être oublié. Le fantasme, c'est entrer dans la légende. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer du coup comme solution pour notre cher Oussama? Eh ben, c'est lui créer un héritage intemporel. Ça, ce serait le nom de l'offre. Vous pouvez lui proposer d'écrire un livre sur sa façon de voir le monde. Créer un livre intemporel sur l'héritage de Oussama Ammar. Ou une autre version, ce serait de lui créer une plateforme qui recense tous ses contenus, ses citations, sa pensée, ses formations. Regagner votre pouvoir. L'idée derrière cette formation, cette vidéo, c'est de vous transmettre une compétence intemporelle de la persuasion, de comprendre les désirs profonds cachés de votre interlocuteur pour lui proposer quelque chose. Avec cette compétence, vous avez votre pouvoir. Passez une conversation. Suivez les 6 étapes. Où va l'énergie? Objectif apparent, vrai besoin, stratégie actuelle, identifier l'action directe, détection de l'ombre. Enregistrez la conversation et vous passez du coup la conversation dans l'assistant GPT Shadow Scanner. Vous pouvez récupérer l'assistant Shadow Scanner que j'ai développé sur base des 6 étapes dans le premier lien en description. Du coup, ça va vous permettre d'identifier son ombre et son fantasme. Vous allez du coup ensuite vous allez lui proposer une offre qui répond à son fantasme et dans l'offre, vous allez lui donner ce dont il a vraiment besoin. Persuader des gens, c'est ce qui donne du pouvoir. Vous allez comprendre les gens et leur donner ce dont ils ont vraiment besoin. Ça va vous permettre d'être utile, de gagner de l'argent et de transformer des gens, de vous auto-réaliser. Ça va répondre à plein de besoins dans la pyramide de Maslow en même temps. Récupérez l'assistant Shadow Scanner et la fiche récapitulative de cette formation dans le premier lien en description. Et faites ça avec vos interlocuteurs, apprenez à lire dans les besoins cachés, faites-leur des offres Shadow et regagnez votre pouvoir. Merci et à bientôt.